Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence d'ouverture de notre palmarès Média Pro. Nous avons souhaité cette année aborder un thème majeur de l'évolution de notre métier. Une problématique qui est au centre de nos préoccupations quotidiennes, que l'on soit au sein d'un média, journaliste, commercial, au marketing, aux abonnements ou ailleurs. Je veux parler de la mutation des usages. L'univers de l'information se trouve en effet bouleversé par la fragmentation des audiences, la démultiplication des devices, l'essor des fake news dont on a beaucoup parlé récemment, et la captation de la manne publicitaire par les GAFA, et enfin l'importance croissante des réseaux sociaux. Dans ce contexte, nous allons donc aujourd'hui nous poser la question du rôle et de la place des médias professionnels face à cette mutation, de quelle manière nous pouvons tirer parti de ces évolutions pour monétiser la connaissance que nous avons des communautés sectorielles, et plus largement, comment valoriser les spécificités attachées à la presse de métier dans l'univers du numérique. Donc nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Barbara Chazelle, ici présente, qui est à la prospective à France TV, et qui va nous présenter les 5 principaux défis auxquels font face les médias au sens large, et nous présenter plus particulièrement pour France TV, comment est-ce que France TV y répond en termes d'innovation et en termes d'organisation interne. Ensuite, nous donnerons la parole à Jean-Marie Charon, sociologue des médias, qui nous parlera plus spécifiquement des défis pour la presse professionnelle. Et enfin, Laurent Bérard-Kellin, président de la FNPS et directeur de la correspondance de la presse, qui nous donnera, lui, des exemples de spécificités et d'applications, d'adaptation de médias professionnels dans ces mutations. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce que les groupes de presse arrivent à s'adapter et à profiter des atouts dont ils disposent, c'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'ils peuvent exploiter les communautés, leur connaissance des secteurs, leur expertise, pour s'adapter et être présents dans le contexte. Voilà, donc je vais laisser la parole à Barbara tout d'abord. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais balayer un petit peu voilà, les défis auxquels on va faire face les médias. Je ne prétends rien vous apprendre ce soir, juste essayer de faire un effort de synthèse, mais je pense que vous les avez déjà bien en tête et c'est juste pour lancer la conversation. Là aussi, je ne vous apprends rien en vous disant que tout va très vite. Donc ce que je vais vous dire ce soir, je pense qu'on pourra revenir dans un an, il y aura peut-être des choses aussi qui auront évolué. Même Google et Facebook ont admis avoir sous-estimé notamment la disruption causée par le mobile. Donc c'est pour dire même des grands acteurs qui sont au cœur de l'innovation, eux aussi se laissent surprendre par la rapidité du changement. Donc ça peut aussi nous enlever un certain poids. Et de voir que tout le monde est finalement dans le même bateau, qu'on soit un petit ou un très gros acteur. Alors, ces 5 défis, le premier, en fait, les 3 premiers, on peut les regrouper sous un terme qui est celui de l'expérience. Alors, l'expérience, nous, on a l'habitude de le définir en 3 C. Content, container et context. Donc, le contenu, container, c'est plutôt ce qu'on va appeler les devices, voilà, le matériel de réception des contenus et puis ensuite le contexte. En tant que média, on avait beaucoup tendance à réfléchir juste en termes de contenu, que le seul bon contenu est suffisant pour capter une audience et la fidéliser. C'est plus vrai à notre avis. Aujourd'hui, il faut prendre en compte d'autres facteurs qu'on va détailler maintenant. Donc sur le contenu, c'est évidemment ce défi éditorial, et on constate que, là aussi je ne vous apprends rien, une surabondance de contenu et une diversité de formats. Il y en a donc évidemment beaucoup sur le mobile, ça passe par la vidéo, du texte, du carré, du vertical, du 16:9, il y en a dans tous les sens. Peut-être certains que vous ne connaissez pas, notamment celui-là en jaune, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Twitch, donc c'est une plateforme de e-sport qui a lancé une plateforme sociale de social eating. Donc c'est des gens qui se filment en train de manger, voilà, donc c'est du live streaming autour de la nutrition, si je puis dire. Donc c'est pour dire à quel point le champ en fait de la diversité des formats explose en ce moment. Et c'est très intéressant de faire ce genre de veille. Évidemment, cette diversité des formats, la plupart sont bien adaptés
à la plateforme à laquelle ils sont destinés. Et ça, c'est un défi majeur aussi pour nous, médias traditionnels. On a souvent pensé que de pusher un contenu qu'on estimait de qualité sur toutes les plateformes était suffisant. Eh bien non. Chaque plateforme a son audience particulière, a aussi une logique de consommation différente. On ne consomme pas un contenu de la même manière quand on est sur un feed, comme sur Facebook ou Twitter, ou quand on est sur du search, comme sur YouTube par exemple. Donc on est plus sur du contenu plus froid. Et ça, mine de rien, en fait, c'est des logiques qui ne sont pas toujours bien intégrées dans les médias. Alors que, en fait, quand on est soi-même utilisateur des plateformes, on sait bien qu'on ne trouvera pas la même chose partout. Et au-delà du format, le ton est différent. Quand on est sur Snapchat, on a un ton beaucoup plus décomplexé que quand on fait un live streaming ou une vidéo YouTube de tutoriel. Enfin, donc voilà, le ton aussi doit être adapté à chacune des plateformes. Dans cet univers vidéo, le mobile prend de plus en plus de place. Alors là, c'est un chiffre, mais en fait, selon les études et les chiffres prospectifs, on est entre 50 et 60% des vidéos qui seront consommées en mobilité d'ici 2020. Donc on ne peut plus ignorer ce phénomène. Au-delà de ça, on s'aperçoit que la plupart des contenus maintenant aussi en vidéo sont de plus en plus thématisés. On s'aperçoit qu'il y a un effort de verticalité au niveau des thématiques abordées et c'est assez fin en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste dans le sport, la culture. En fait, on peut avoir des thématiques foot, rugby, tennis. Donc en fait, on va dans une précision aussi des contenus beaucoup plus forte puisque les communautés en ligne, elles aussi se fédèrent autour de sujets très particuliers. On reparlera de ça autour de la personnalisation des contenus. Mais quand on parle par exemple des jeunes, en fait, ça ne veut absolument rien dire. Puisqu'en fait, chaque jeune, les jeunes sont aussi en micro-communauté de centres d'intérêt, ils n'habitent pas au même endroit, etc. Donc en fait, et ça, c'est valable pour toutes sortes d'audiences. Donc plutôt que d'avoir une catégorisation socio-professionnelle maintenant, enfin comme on le fait aujourd'hui, socio-professionnelle par âge, les centres d'intérêt aujourd'hui deviennent vraiment une clé très importante pour comprendre le public. Au-delà de ça, alors là on va un petit peu plus loin dans les contenus, mais il y a tout ce qui est expérience immersive, donc la vidéo 360, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'information, mais qui peuvent participer à une expérience différente pour engager une audience. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, encore que certaines applications comme peut-être Quartz, vous avez vu, a intégré de la réalité augmentée dans son application mobile. Donc on voit que c'est quelque chose qui va se démocratiser très rapidement. Dans les formats de communication, on est entré dans l'ère des avatars. D'abord les emojis, puis les bitmojis. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est donc en bas à votre gauche. C'est donc une autre bibliothèque, on va dire, d'émotions qui est rattachée à la plateforme Snapchat. Et aujourd'hui, les animojis qui ont été intégrés par Apple. Donc en fait, c'est une autre forme de communication qui passe par l'image, par l'émotion. Voilà, qu'il faut aussi savoir s'approprier, notamment quand on s'adresse aux jeunes. La réalité augmentée, j'en parlais, elle arrive par le mobile. C'est pas du tout une technologie, à notre avis, qui va mettre longtemps à s'imposer, puisqu'en fait, elle est déjà dans la poche d'un certain nombre de personnes. Snapchat l'a intégrée. Pokémon Go, dont on a entendu parler il y a 1 an et demi, c'était de la réalité augmentée. Et donc, Quartz, je viens de vous en parler. Donc, en fait, ces technologies-là, c'est pas de l'innovation à 10 ans. C'est déjà là, et c'est les jeunes qui l'utilisent. Donc, en fait, ils sont déjà totalement habitués à ce genre de technologie. Le step d'après, donc là pour le coup on est un petit peu plus en prospective puisque la technologie n'est pas encore là, mais c'est tout ce qui est lié à la réalité sociale virtuelle. Donc Facebook est très en avance dessus, même si c'est pas encore grand public. Mais voilà, comment est-ce que les personnes, les communautés vont communiquer à distance via leurs avatars ou leurs hologrammes. Comment est-ce que nous, médias, on va s'emparer de ces technologies? Ça reste à voir, c'est des nouveaux métiers dont on va avoir besoin, c'est de nouvelles narrations aussi, mais c'est des choses auxquelles il faut commencer à penser. En tout état de cause, c'est un message qu'on aime bien faire passer, la technologie doit être au service de la narration et pas l'inverse.
Et ça, c'est souvent un biais qu'on a dans nos rédactions, parce que je travaille au sein du média de France Télévisions, où d'un coup, on a une nouvelle technologie, on se dit « Ah, super, on a envie de jouer avec », mais parfois, en fait, ça fait un peu flop parce qu'on n'a rien à raconter derrière. Donc, toutes ces technologies, il faut les voir comme des boîtes à outils dans lesquelles on vient puiser pour mettre, pour sublimer une histoire, pour que ça aide à la compréhension de ce qu'on veut partager. Mais en aucun cas, utiliser la technologie comme était Wahoo, en règle générale, c'est très déceptif et surtout, ça ne permet pas du tout de fidéliser l'audience et c'est souvent beaucoup d'énergie et d'argent dépensé. Donc ça, c'est un biais à éviter absolument. Sur ce défi éditorial, plus que le format ou la thématique, c'est le ton qui va faire toute la différence, puisque aujourd'hui, il faut essayer de se différencier dans la masse de contenu. Et il faut bien dire que les GAFA, donc la volonté d'aller sur les différentes plateformes sociales notamment, ou même les formats que Google ont imposés pour que les articles remontent dans les moteurs de recherche, ont en fait complètement lissé la plupart des identités éditoriales. Donc il y a une forte tentation de la marque blanche et aujourd'hui les lecteurs, les utilisateurs ne savent plus la source de ce qu'ils ont lu. Et donc ça vient très fortement contribuer à ce fameux phénomène des fake news, dont on pourra reparler. Mais le fait que finalement tout soit un peu au même niveau, que d'un média à l'autre, on ne sache plus trop qui parle, ça n'a évidemment pas aidé à d'autres qui ont aussi poussé le phénomène des fake news, mais en tout cas je pense que nous, médias, nous avons aussi notre part de responsabilité là-dedans. Donc affirmer notre identité, notre ton, assumer des partis pris, ça c'est une tendance plus globale de la société. On voit que il y a de plus en plus de clivage dans la société et donc en fait les gens prennent eux-mêmes position et ils sont de plus en plus décomplexés, notamment à l'ère des réseaux sociaux. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on vit avec et les gens s'affichent avec des photos dont on n'aurait jamais pensé être publiées publiquement il y a encore quelques années. Aujourd'hui, les selfies, les Snapchat, etc. fait qu'en fait on est très décomplexé et donc on s'affirme. Et selon certaines études, il semble aussi que les utilisateurs, nos lecteurs demandent aussi à ce que nous aussi nous assumons plus fortement. Donc ça rejoint cette idée de l'identité éditoriale, mais d'assumer des partis pris, d'être cohérent et de ne pas avoir peur de ce qu'on est finalement. Une autre tendance est de passer d'influenceur à activateur. Ça, c'est une tendance qu'on voit notamment un exemple, c'est YouTube. On voit, si on prend un exemple de vidéos de gens qui consomment vegan, avant, on allait avoir des vidéos sur pourquoi c'est bon de manger des légumes, de faire du sport, etc. Donc on était dans l'influence, on donnait des arguments. Et aujourd'hui, on voit que ces mêmes youtubeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils déballent leur sac de courses et disent où est-ce qu'ils ont acheté, combien ça coûte, comment ils vont faire la recette, etc. Donc en fait, ils activent leur communauté dans le faire. Ils ne sont plus juste à donner des informations, mais ils aident à passer à l'action. Et ça, donc, c'est un exemple dans YouTube, mais de manière générale, on voit qu'il y a cette tendance qui fait que, en fait, on parle de communautés passives qui ne demandent qu'à être activées. Donc là aussi, il y a probablement des pistes pour nos médias. Deuxième défi, c'est celui de la mobilité. Dans l'expérience, voilà, c'est la partie device. 2017, ça a été une année historique, puisque dans le monde, l'utilisation du smartphone a dépassé l'usage de tout autre équipement, et y compris dans le search via le mobile est maintenant plus important que celui sur desktop. Et donc sur le mobile, nous avons un phénomène de concentration qui n'est pas évidente pour nous à bypasser. Alors oui, les applis mobiles fonctionnent, c'est-à-dire que selon certaines études récentes, ça représenterait entre 55 et 60% de notre temps sur le mobile, que c'est en croissance aussi ce temps passé, que les applications, il y a toujours plus de téléchargements, y compris chez les millennials qui téléchargent des applications payantes chaque mois, donc ça c'est intéressant. Néanmoins, les usages se concentrent, vous le savez, sur une poignée de gagnants. Parmi les 10 applications les plus populaires aux États-Unis l'année dernière, 8 appartenaient à Facebook ou à Google.
Et quand on a pu se demander il y a quelques années pourquoi est-ce que Facebook détachait Messenger de son application mère et puis avait racheté Instagram, etc., on voit bien qu'en fait la bataille, elle est sur l'écran du mobile. Le premier écran du mobile, quand on l'allume, c'est devenu la page d'accueil. Donc l'idée pour ces GAFA, c'est d'être le plus présent possible sur cet écran d'accueil. C'est devenu la une finalement. Sur les mobiles, ça vous concerne sans doute un peu moins, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'offres mobiles premium, donc du contenu vidéo où on s'abonne, on paye pour avoir du contenu, souvent vertical d'ailleurs. On observe la tendance depuis un an et demi, et à mon avis c'est quelque chose qu'il faut continuer de regarder. Donc voilà, mobile, vidéo, et peut-être donc là de l'argent qui peut être généré. Le mobile aussi, c'est l'écran principal pour la consommation des bots, donc ces conversations automatisées. Donc là, je vous ai mis Fresher, qui est un des plus gros bots d'info en France, selon les sources chez Facebook, et qui est réussi à capter une audience de moins de 30 ans tous les jours, un peu plus de 50 000 maintenant. 20 minutes aussi, elle fait de très bons scores. Donc là aussi, c'est un nouveau storytelling. Comment est-ce qu'on adresse cette nouvelle plateforme? Alors oui, on peut pusher du contenu déjà fait, mais c'est ici une interface conversationnelle. Donc, est-ce que lorsque l'on fait sortir systématiquement l'utilisateur vers le site, est-ce qu'on n'a pas raté une partie de la conversation? Ce sont des choses à trancher. Et la meilleure interface, en fait, c'est pas d'interface du tout, et on va vers ça, et notamment vers la voix, parce qu'on considère que la voix, c'est le nouveau moyen de recherche. Aujourd'hui, ça représente 20% des recherches, d'ici 2020, ce sera 50% des recherches qui sont faites par la voix, et les bots, d'ailleurs, sont souvent vus comme une première brique vers ce nouveau moyen de recherche. Donc les assistants vocaux arrivent en masse, et quand on parle de voix et de mobilité, on arrive assez vite aussi à la voiture. Et là aussi les médias, en tout cas nous on réfléchit à comment est-ce qu'on peut utiliser ce temps, d'autant qu'on sait qu'on va arriver vers des voitures qui sont autonomes et intelligentes. Comment est-ce que les médias peuvent tirer parti de ces nouveaux espaces de consommation, ou en tout cas de temps libre ou de temps disponible. Mais ça commencera par la voix avant même de parler de voitures autonomes. Donc là aussi, en termes de fluidification, d'accélération de la consommation, on voit qu'il y a aussi des choses à faire. Troisième défi, celui du contexte. On est arrivé dans l'ère de la personnalisation de masse. Cette personnalisation de masse va se faire par l'exploitation des données. Et alors là aussi, gros défi pour chacun d'entre nous, puisqu'il faut non seulement récupérer les données, mais aussi les trier, savoir les exploiter, etc. Plus, on sait qu'on a un règlement qui va arriver là, en 2018, donc là aussi, il y a un certain nombre de contraintes. J'ai l'impression que personne n'est prêt, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, nous, on n'est pas. Donc voilà, donc des défis en perspective, mais des défis majeurs. D'autant que l'exploitation de ces données permet deux choses qui sont importantes. Premièrement, de mieux connaître et adresser le public, donc ça permet tout simplement d'adresser des contenus plus pertinents, mais aussi de la publicité plus pertinente aussi, mieux ciblée, donc des revenus en perspective. Et aussi l'exploitation des données permet de produire de manière plus intelligente, donc en interne, avec la création de bases de données, de toutes les ressources qu'on a, de savoir. En fait, c'est notre première donnée. Et souvent, on l'oublie. C'est-à-dire que tous les contenus qu'on produit, on oublie que ça, c'est de la donnée. Et la hiérarchisation, la classification de ces données-là est souvent assez peu faite ou mal faite en termes de base de données qu'on peut réutiliser assez vite. Sur la personnalisation, on est à la recherche d'un équilibre entre programmation éditoriale, recommandations sociales, recommandations algorithmiques. Personne n'a la bonne formule actuellement. Je pense que tout le monde est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on adresse le contenu le plus pertinent possible à une personne donnée. Voilà, ça passe par ces trois choses-là, et puis chacun essaie de pousser le curseur au bon endroit. Sur l'expérience, l'idée c'est vraiment de fluidifier le quotidien au maximum. Avec le numérique, le taux de patience des utilisateurs a baissé drastiquement. On estime qu'il faut 3 secondes pour convaincre un utilisateur de rester sur un site, sinon il part. Donc
on est dans des délais extrêmement courts. Donc ça passe par effectivement repenser l'expérience utilisateur, que ce soit sur le site ou sur le mobile, avec ce qu'on appelle donc l'UX, donc des personnes qui sont spécialisées dans le design de ce genre d'expérience. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer aussi, mais il y a 2 ou 3 semaines, Google a annoncé que sur le mobile, il va afficher prioritairement les contenus qui se chargent le plus rapidement. Donc en fait, vous voyez que même Google prend maintenant ça en compte. Donc il va plus être question de faire des applications avec des pop-up qui sortent de partout, etc. Parce que vous n'allez juste plus être référencé correctement. La fluidification aussi passe par les interactions homme-machine qui vont être de plus en plus présentes et les débuts de l'intelligence artificielle. Alors j'aime pas bien ce terme parce qu'on en est encore très loin, mais on peut parler en tout cas de systèmes experts ou d'automatisation. Donc ça passe par les bots, la voix, ça on en a déjà parlé, côté utilisateur, mais aussi au niveau de la production. On va vers une automatisation sur tout l'ensemble de la chaîne de production de contenu, que ce soit en amont, ça va aider pour la veille, la vérification, la hiérarchisation de l'information, voire l'écriture de certains contenus. Ça, c'est pas nouveau, ça fait déjà quelques années que Le Monde ou Radio France utilisent des algorithmes pour écrire des articles en période électorale ou sur des résultats sportifs, etc. Mais aussi sur la distribution. Donc là aussi, de nouveaux métiers dans nos rédactions à intégrer et à comprendre les mécanismes. 4e défi, celui de la monétisation. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la pub, les revenus publicitaires suivent les usages. Donc aux États-Unis, en 2013, c'est le temps sur les activités numériques qui a dépassé le temps télé. En 2016, on voit que la pub numérique, les revenus générés par la pub digitale, ont dépassé ceux de la pub télé. Et 2018, on s'attend à ce que la pub mobile dépasse la pub sur Internet fixe. Donc vous voyez que les revenus publicitaires suivent les usages des utilisateurs. Problème de la pub, que ce soit sur desktop ou sur mobile, c'est le problème des adblockers, puisqu'on est dans une véritable crise de l'attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les utilisateurs ne veulent plus consommer de la publicité qui vient comme ça sur le web, etc. On pense qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à faire au niveau de la pub. S'il y avait aussi autant d'adblockers, je pense que là aussi les médias ont leur part de responsabilité. Il y a eu beaucoup trop de pubs invasives. Je pense que vous-même en tant qu'utilisateur, vous avez un jour ou l'autre utilisé un adblocker parce que vous n'en pouviez plus de voir des pop-up de partout. Donc il faut se mettre à la place de l'utilisateur à un moment. En revanche, on voit que beaucoup de médias, et probablement les médias professionnels, font maintenant aussi du brand content. Comment l'amener au public, c'est une vraie question, mais c'est très certainement quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose à faire avec ça, c'est certain, et les utilisateurs ne sont pas contre quand ils n'ont pas l'impression d'être bernés. L'amélioration de l'expérience d'achat, là aussi il y a beaucoup de travail. Je ne sais pas si vous avez essayé récemment de payer un article sur un site internet à l'unité, c'est une vraie galère. On met je ne sais combien de temps pour arriver à l'achat. Donc là aussi il y a un processus, une fluidification de l'expérience qui doit être travaillée. Et on sait que c'est le sens de l'histoire. De manière générale, les achats, notamment sur l'achat mobile, il y a beaucoup de technologies de start-up qui travaillent sur le sujet, avec aussi la technologie blockchain qui va, à mon avis, aider beaucoup dans la confiance pour les achats mobiles. Autre source de revenus, diversifier son offre, là aussi rien de nouveau, mais il faut quand même y penser, les événements ou encore l'offre de formation peuvent aussi amener à fidéliser ou en tout cas à attirer un certain public. Et enfin, trouver de bons partenaires, y compris médias. Là, je vous ai mis un exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative qui s'appelle Crosscheck, qui a été lancée autour des élections présidentielles. Donc France Télévisions faisait partie des 30 médias partenaires donc c'était une première en France. Il y avait donc 30 rédactions nationales et régionales qui se sont unies pour débunker certaines fake news. Et donc le fin mot de cette histoire, c'est que les gens qui ont été en contact avec les
les articles qui ont été publiés sous le label CrossCheck disent qu'en fait ils ont eu beaucoup plus confiance, puisqu'en fait plusieurs médias signaient la validité de l'article. Donc en fait, en termes de confiance, la collaboration entre médias est à mon avis une clé pour lutter contre les fake news. Au-delà de ça, on voit aussi maintenant beaucoup de partenariats entre médias pour de l'échange de visibilité, d'échange d'articles. Nous, ça nous arrive aussi de le faire, alors parfois même, alors pas forcément en France, mais avec des partenaires francophones à l'étranger. À la limite, ça nous coûte peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, Google aime bien le cross-référencement. Donc, quand un article est publié à plusieurs endroits, on sait qu'en fait, il gagne en visibilité. Donc, en fait, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est vrai que souvent, les médias, on est un petit peu réticents à ce genre de solution parce qu'on a l'impression de faire un ami avec des concurrents et voilà, on n'aime pas bien leur donner nos contenus. Néanmoins, c'est quand même une clé qu'il faut envisager. Dernière chose, je ne sais pas si vous connaissez ce site. Wendel, c'était une initiative des Pays-Bas. Ils ont été lancés aux États-Unis en 2016, je crois. En fait, c'est une place de marché. Donc en France, ça n'existe pas. Je ne sais pas si ça va exister un jour. En tout cas, je sais qu'ils voulaient se lancer en France, ils n'ont pas réussi à convaincre les acteurs. Mais ce qui était intéressant, en tout cas, dans leur offre, c'était une solution d'achat ultra facilitée. C'est-à-dire que peu importe le site dans lequel vous naviguez, enfin, l'article, la marque de médias de l'article que vous vouliez acheter, c'était un bouton comme pour Apple, voilà, on clique et on a l'article, et surtout ça permet toujours d'être remboursé si l'article n'est pas à notre goût. Dans cette logique qu'en fait sur internet, la confiance vient du fait qu'on peut être remboursé. Donc en fait là c'est 25 centimes pour lire un article. Alors après on dit bah oui il était trop long, en fait j'ai cliqué sans faire attention ou quoi. Et finalement le fait de proposer le fait d'être remboursé, le cofondateur lui expliquait en fait finalement très peu de gens demandent à être remboursés. Mais en fait, ça apporte un peu de confiance dans ce processus d'achat. Et 5e défi, celui de l'innovation. Et c'est à mon avis le plus difficile, puisqu'il implique de casser les silos en interne, de travailler avec des métiers qui sont parfois très différents, qui ne savent pas communiquer entre eux. Et surtout, enfin, pour la profession de journaliste, ça implique aussi de passer du mode sujet au mode projet. Et ça, moi, pour travailler dans un Media Lab, donc avec aussi d'autres journalistes qui n'ont jamais travaillé en mode projet, je m'aperçois que c'est quand même un apprentissage que de gérer qu'en fait, c'est des logiques qui sont complètement différentes. Comment est-ce qu'on innove, ou qu'on essaye, en tout cas, d'innover à France Télévisions ? On a 4 briques. La première, c'est la veille, l'anticipation. C'est essentiel pour voir ce qui se passe ailleurs. En fait, on ne crée pas à partir de rien. Donc, on est obligé d'être nourri de quelque chose pour pouvoir avoir des idées et se les approprier ou les transformer. La deuxième chose, c'est donc le lab, tout ce qui tourne autour du test and learn. Donc, il faut essayer, échouer, réessayer, modifier, etc. Donc ça, c'est tout un apprentissage. Mais voilà, on essaie de travailler au maximum aussi autour de ce qu'on appelle de POC, Proof of Concept, donc des petits projets après on voit si oui ou non on peut les industrialiser ou pas. À réfléchir, voilà, la seule source de la connaissance, c'est l'expérience. On pense que c'est très vrai qu'en fait c'est en faisant qu'on apprend. Et donc voilà, et France TV Lab, donc c'est une nouvelle plateforme qu'on a lancée il y a quelques semaines à France Télévisions. L'idée c'est de partager l'innovation au sens large de la France Télévisions, puisqu'en fait il faut savoir qu'il y a de l'innovation dans plein d'étages différents, et donc c'est une volonté d'essayer de rassembler toutes ces initiatives. C'est pas simple, mais en tout cas voilà, vous pouvez, c'est en cours de construction, vous pouvez aller consulter, et avec aussi cette logique, mais ça ce sera une brique 2 de co-création avec le public, de leur demander leur avis sur est-ce que cette innovation, vous pensez que ça vous intéresse ou pas, est-ce qu'on doit le faire ou pas, etc. Donc il y a cette idée-là aussi. Troisième brique, c'est la collaboration avec des startups, avec des universités, je ne l'ai pas noté là, mais aussi avec d'autres médias, de manière générale d'essayer de travailler en open source, en open innovation. C'est quelque chose qui nous apporte beaucoup en ce moment à France Télévisions, via le lab où je travaille. On a lancé
lancé il y a quelques mois un programme d'accélérateur de start-up. Donc on a juste une start-up qui a accéléré chez nous, et en fait, à notre grande surprise, c'est un succès. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, alors il y a eu quelques jours où tout le monde s'est demandé un petit peu ce qui venait ici, mais finalement, ça se passe très très bien. Donc on va pas tirer les conclusions avant que ce soit fini, mais de manière générale, on voit que les différents métiers qui pourraient être concernés par la solution qui est développée là, en fait, sont très enthousiastes de pouvoir discuter avec une jeune start-up sur leur méthode de travail, de co-construire un produit, etc. Donc c'est très très positif. Et enfin, le quatrième, c'est la guerre des talents. Alors pour nous, c'est des talents numériques, c'est des développeurs, c'est des gens qui maîtrisent aussi ces technologies, ces nouvelles technologies, mais c'est aussi des talents au sens premier, c'est-à-dire des auteurs, des plumes, des gens qui ont un ton, une personnalité, des gens qui vont pouvoir incarner le média que vous êtes, que nous sommes, et ça plus que jamais. Et on le voit, moi, dans mes expérimentations sur les médias plus jeunesse, donc les Snapchat, les Instagram, etc. En fait, l'incarnation est primordiale. Donc voilà, cette guerre des talents, elle est au cœur aussi de notre actualité. Juste en conclusion, 3 choses à retenir. La première chose, c'est que finalement, dans l'innovation et dans les défis là, que je vous ai cités, le premier défi, il est plus c'est plus de l'humain que de la technologie. Et voilà, et d'amener nos rédactions et les différents métiers avec qui on travaille à aller vers du changement, finalement, c'est un des défis les plus difficiles. Le deuxième, je le redis, mais c'est à mon avis très important pour qu'on puisse s'en sortir, c'est affirmer notre différence, notre ligne éditoriale, revenir à ça très fortement. Et le troisième, c'est qu'on n'a encore rien vu, comme je vous le disais au début, tout va très vite, donc il faut savoir s'adapter, faire marche arrière, et puis tester et encore tester. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Barbara, c'est très intéressant d'avoir un point de vue sur la mutation des usages au sens global, et je retiens à la fois la notion d'humain, la notion d'innovation et la notion également de partenariat. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant ça, maintenant, j'aimerais demander donc à Jean-Marie Charroux, quid de la mutation des usages donc, dans la presse pro en particulier? Oui, alors j'essayais effectivement de faire un petit exercice en repartant d'un certain nombre de données générales, de voir qu'est-ce qui me paraissait le plus directement concerné la presse professionnelle dans l'évolution des usages et quels étaient finalement les atouts de la presse professionnelle de ce point de vue-là et quelles étaient peut-être aussi ses fragilités. Alors il me semble qu'en termes d'évolution des usages, ceux que j'ai retenus particulièrement, il y a effectivement la question autour de la fiabilité de la compétence. Les problèmes de fake news, les problèmes effectivement d'un paysage dans lequel les sources d'information deviennent extrêmement hétérogènes, diversifiées, etc., ont fait remonter cette question de la fiabilité et de la compétence. Et on le voit, par exemple, la semaine dernière a été publié le fameux baromètre de la Croix, dont je me sens un peu une paternité, parce qu'à l'époque, c'était Média Pouvoir qui l'avait lancé, il y a 30 ans, et on avait déjà cette question de la confiance du côté français. Et là, on voit bien dans la dernière édition que la question de la fiabilité remonte très fort. Deuxième tendance, me semble-t-il, importante, qui a été évoquée à l'instant, c'est que la conception de l'utilisateur comme plutôt passif laisse plutôt la place, je dirais, à la notion d'engagement et à la notion d'interaction entre le public et les éditeurs. Troisième notion, me semble-t-il, très importante dans les évolutions des usages, c'est le phénomène de fragmentation du public et de fragmentation dans les usages. Autrement dit, on est un peu dans une période où, me semble-t-il, le déclin des masses médias est largement engagé et où on va devoir aller, ça a été évoqué à l'instant, aussi beaucoup plus loin, je dirais, dans cette notion de spécialisation, de médias de niche, etc., jusqu'à, effectivement, la notion de personnalisation. La quatrième tendance, effectivement, ou la quatrième caractéristique dans l'évolution qui est intéressante, c'est effectivement dans quelles conditions aujourd'hui les problèmes de monétisation se reposent. C'est vrai que le numérique a apporté beaucoup la notion de gratuité, pas seulement le numérique, mais notamment le numérique. Et là, on voit bien qu'il y a toute une bataille, notamment engagée plus globalement par la presse, autour de la monétisation des contenus. Et on voit qu'un certain nombre de caractéristiques, finalement, sont à réunir si on veut, effectivement, jouer gagnant en matière de vente
des contenus. Alors il y a eu effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure, ça me tient à cœur, mais là je l'évoquerai moins, c'est effectivement le micro-paiement, et les plateformes de micro-paiement. Et là, je crois que les éditeurs devraient quand même se poser des questions, parce que c'est pas parce que ça ne marche pas, c'est parce que les éditeurs le refusent. Notamment les grands éditeurs de la presse quotidienne. Il faudrait s'interroger sur le fait de savoir si leur stratégie du tout abonnement n'est pas quelque part un peu suicidaire par rapport aux grandes évolutions des usages. Donc la monétisation pour les formes de presse qui sont les vôtres, c'est davantage réunir, je crois, trois éléments: constituer des communautés fortes, jouer sur des questions d'identité extrêmement précises, et l'utilité. Et puis, dernier élément, dernière caractéristique que je relève, c'était ce que j'avais appelé dans un rapport que j'avais remis à Fleur Pellerin il y a 2 ans, cette espèce de basculement qu'on voit apparaître dans les usages, c'est-à-dire qu'on vient d'un modèle dans lequel il y avait une relation verticale entre les médias et leur public, et on passe à une forme de relation horizontale, c'est-à-dire que les publics, ou toute une partie du public, entrent dans un certain nombre de vecteurs, de supports qui leur sont proposés, pour rechercher de l'information, pour rechercher des contenus, et vont, dans un deuxième temps, éventuellement, se retrouver sur des contenus d'éditeurs, des contenus de médias ou de presse. Alors vous me direz qu'en presse professionnelle, c'est probablement pas la démarche la plus courante. Si je suis dans un domaine de technicité très fort, je ne vais certainement pas partir sur Twitter ou sur Facebook pour commencer à essayer d'avoir une solution. Mais c'est quand même très important qu'il y ait, ça a été évoqué tout à l'heure, parmi les pratiques qui doivent être développées, il y a les fameuses pratiques de veille. Parce que si un fait important circule sur les réseaux sociaux, si une vidéo virale circule sur les réseaux sociaux et met en question le domaine de compétence dans lequel vous êtes, ou un document qui peut être un document vrai ou faux circule sur les réseaux sociaux, il serait quand même dommage que ce soit les titres de presse spécialisés de ce domaine qui interviennent en dernier sur le sujet pour dire 3 semaines plus tard, ou 8 jours plus tard, ou quelques heures plus tard même, ah non mais attendez, il y avait une rectification à faire. Donc on voit bien là en quoi ce basculement concerne malgré tout une presse dont on pourrait se dire qu'elle n'est pas la plus directement, je dirais, dont les utilisateurs ne sont pas peut-être les plus directement acteurs de la recherche d'informations via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Et encore, il faut regarder, parce que c'est un domaine qui est très évolutif, et en matière de moteurs de recherche, et en matière de réseaux sociaux, il se peut tout à fait qu'un certain nombre de plateformes, etc., existent et concernent certains de vos domaines, par exemple la santé, par exemple l'éducation, ou par exemple le social. Alors, les atouts, je disais. Alors, le premier atout, effectivement, sur lequel qu'on a tous en tête, c'est effectivement, par définition, la presse spécialisée, la presse professionnelle, les médias pros, c'est d'abord la notion de fiabilité. On n'existe pas dans cet univers-là si on n'a pas fait la démonstration qu'on était fiable et qu'on avait un haut degré de compétence. Alors, ça a pris, je dirais, c'est tellement dans l'ADN de cette forme de presse que c'est pas souvent soulevé, mais quand on regarde de près cette forme de presse, elle n'a pas les mêmes modèles de rédaction, elle n'a pas les mêmes profils de journalistes, elle n'a pas tout à fait les mêmes procédures de recrutement de ces journalistes que les autres formes de presse. Au sens où ce qui va être le critère principal et essentiel au moment du recrutement, comme tout au long de la carrière professionnelle, c'est en quoi le journaliste est top en matière de spécialité, de maîtrise du domaine sur lequel il va travailler. Ce qui fait, je crois que c'est une question qui sera évoquée un peu plus tard dans la discussion, ce qui fait qu'on a effectivement une relation très particulière que ne connaissent pas beaucoup les autres médias. Les sources, le public et les rédactions sont dans une très forte interaction et parfois les mêmes personnes vont se retrouver dans ces trois positions. Ce qui fait aussi que la presse professionnelle est certainement la presse qui a le plus de journalistes qui viennent de ces sources. En termes de recrutement de ces journalistes, ça se fait progressivement. C'est souvent d'abord des collaborations au travers je dirais, de points de vue ou de choses comme ça, de tribunes, puis ça va être la pige, et puis ça va être éventuellement l'entrée dans une rédaction, et parfois ça va être le fait de se retrouver dans l'encadrement d'un média. Deuxième
Deuxième caractéristique importante par rapport aux évolutions que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait que c'est la forme de presse qui a peut-être beaucoup plus que les autres précédemment, travaillé sur l'animation de la communauté, et le travail sur la communauté qui est concerné par le contenu sur lequel elle travaille. Et moi j'étais très frappé, je suis assez ancien sur le secteur, très frappé dès les années 80, 70-80 plutôt, de voir que déjà un certain nombre de grands groupes de presse pro faisaient une partie très significative de leur chiffre d'affaires à l'extérieur de leurs médias, dans des salons, dans de la formation, dans toute une série d'activités périphériques, dirait-on, à l'activité pro. Et je me souviens par exemple que les gens de Retail Silver nous disaient dans les années 80 qu'ils faisaient 20% ou 25%, je me souviens plus très bien du chiffre, de leur chiffre d'affaires à l'extérieur de leur production de médias. Maintenant, c'est devenu quelque chose qui nous est plus familier, y compris chez des gens qui sont plus généralistes que vous. Je pense au groupe Les Échos, qui aujourd'hui nous disent qu'ils font eux aussi 20-25% de leur chiffre d'affaires dans ces activités. Ça va même jusqu'à la presse régionale, puisque un groupe comme le groupe Télégramme fait pratiquement 30% de son chiffre d'affaires sur l'activité. Mais je pense que ça, c'est un atout qui est particulier à cette forme. Ensuite, segmentation, hypersegmentation, travail en niche, eh bien c'est effectivement quelque chose que vous connaissez. On pourrait dire que c'est la presse professionnelle, la presse technique et professionnelle s'est développée, la presse spécialisée s'est développée dans la recherche de niches, l'identification des niches et des publics pertinents, ce qui veut dire qu'elle a acquis des méthodologies, des modes d'organisation et des modèles économiques qui sont certainement davantage adaptés à cet univers de la presse auquel on est confronté aujourd'hui, avec des structures qui sont sans doute plus flexibles, plus adaptables que ce que l'on va trouver dans des médias, par exemple la France Télévisions. Et puis dernier point, monétisation, on est dans une forme de presse où la vente au numéro n'est pas dominante, où on est plutôt dans de l'abonnement, ce qui est plutôt une chance. Aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que le fait de devoir dépendre de Prestalis ou d'autres, c'est certainement pas ce qu'on trouvera le plus plaisant. C'est malgré tout le fait de dépendre d'autres intermédiaires, notamment la Poste, avec ses tarifs, ses règles tarifaires particulières qui est dans sa relation avec l'État. C'est aussi un savoir-faire en matière de compétences et de maîtrise des fichiers clients, mais c'est peut-être aussi devoir davantage travailler, ça a été évoqué à l'instant, comment on passe effectivement des anciennes méthodes de travail sur les fichiers clients à la valorisation des données liées à ces clients. Alors, je disais fragilité, comme je suis certainement en retard, en fait j'en ai retenu deux, me semble-t-il, si vous voulez. Ça a été dit à l'instant, il y a deux sujets qui sont vraiment très contraignants, très urgents. C'est évidemment la question de l'innovation et la question, je dirais, des temporalités auxquelles le numérique confronte les différentes formes de presse. L'innovation, ça pose effectivement... Pourquoi ça poserait davantage de problèmes à votre forme de presse? Eh bien, je dirais que c'est peut-être un peu le revers d'une presse qui a d'abord constitué sa compétence, son savoir-faire, sa crédibilité sur la spécialisation. Parce que les journalistes que vous avez chez vous, les rédactions qui sont constituées chez vous, sont peut-être moins agiles, puisque c'est un terme plaisant et beaucoup utilisé aujourd'hui, moins agiles pour passer d'un support à l'autre et pour, je dirais, aller prospecter dans des formes de narration, dans des modes de présentation qui sont inédits et à petit à petit inventés. De la même manière que ce n'est peut-être pas le type de journaliste qui est le plus à l'aise dans la coopération avec d'autres professionnels des contenus maintenant, que sont devenus les designers, les spécialistes en data, voire les développeurs informatiques. Or là, il y a un vrai sujet, je dirais, auquel vous êtes confrontés, problème de flexibilité, problème d'adaptation donc des profils à cela. Deuxième évidemment fragilité peut-être, c'est d'être confronté à des temporalités qui se télescopent complètement.
Alors, d'un côté, vous avez la chance qu'on est à un moment où la lecture lente, l'écriture longue, que l'on prétendait condamner il y a quelques années, eh bien, au contraire, se retrouve revalorisée. Et on le voit d'ailleurs dans des formes de presse, y compris des formes de distraction. On voit qu'un certain nombre de magazines qui reprennent ces méthodes-là, eh bien, sont plutôt salués par leur public. Donc vous n'êtes pas à contre-temps parce que vous êtes long et très approfondi, mais en même temps, c'est là le problème, dirait notre président, mais en même temps, vous devez être rapide. En même temps, vous devez pouvoir réagir à la temporalité des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe dans l'univers de l'information, de l'instantanéité, parce que vous devez pouvoir y répondre si cela concerne le domaine de spécialisation qui le vaut. Alors, quelles sont les réponses? Je crois que mon voisin de droite en donnera beaucoup plus, mais il me semble qu'il y a effectivement 2 points qui sont extrêmement cruciaux. Toute la presse, peut-être tous les médias, toute la presse est confrontée à un sujet, inexistence de la recherche-développement. Innover, c'est quand même faire de la recherche-développement. Or, on n'a pas d'expérience, on n'a pas d'histoire dans la presse. Quels sont les groupes, quelles sont les entreprises qui peuvent dire j'ai tant de personnes qui sont consacrées, dont le temps est consacré à la recherche-développement, et tout particulièrement dans les rédactions. Donc ça, c'est un des sujets, et effectivement, chaque entreprise de presse est confrontée à cette notion de là. Alors, est-ce que c'est à la dimension des entreprises qui sont les vôtres? C'est pas forcé. D'où la question de la mutualisation, et par quel biais? Est-ce que c'est en s'appuyant sur des organisations professionnelles? Je suis frappé de voir que l'univers des pure players, qui est beaucoup plus petit que le vôtre, m'a-t-on dit, eh bien, lorsqu'il s'est posé la question de se créer une organisation professionnelle, comme la vôtre, comme les vôtres, pardon, eh bien, immédiatement, il a articulé le mode de travail d'une organisation professionnelle traditionnelle, mais aussi la formation, mais aussi la veille, mais aussi toute série. Donc je crois que ça va devenir une des dimensions nécessaires de vos organisations. Et puis, il y a à saisir les opportunités, y compris parfois dans les aides publiques, qui ont pu apparaître autour, par exemple, de l'incubation, et puis peut-être, essentiellement de l'incubation. Deuxième, si vous voulez, point, je termine là-dessus, où il me semble qu'il y a là une piste en termes de réponse, c'est d'engager, d'aller le plus loin possible dans l'engagement d'une réflexion sur les nouveaux modèles de journalisme, sur les nouveaux modèles professionnels dont on a besoin, et puis cette question qui a été évoquée par ma collègue tout à l'heure, c'est-à-dire l'articulation entre les différentes compétences. Et là, il faut regarder autour de nous, parce qu'il y a des expériences qui sont parfois très éphémères, hein, ça peut être des simples hackathons, mais ça peut être aussi des choses qui sont déjà plus structurées. Je pense par exemple à quelque chose qui se développe dans la région de l'Ouest, autour de Nantes, là, au travers d'une structure qui s'appelle West Media Lab, avec un concept qui s'appelle le HibLab, et qui, sur des périodes plus longues qu'un hackathon, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, fait travailler sur des projets précis d'innovation éditoriale des journalistes, des gens du design et des gens du développement informatique. Et je pense que c'est quelque chose dont doivent s'emparer et se saisir les entreprises de presse. Merci beaucoup Jean-Marie. On commence à avoir quelques pistes sur les atouts de la presse professionnelle pour faire face à la mutation des usages. Je crois que c'est surtout Laurent Bérard-Quélin, en tant que président de la FNPS et directeur de la correspondance de la presse, qui va pouvoir rentrer encore plus dans le vif du sujet et nous donner à la fois des exemples et sa vision à la fois au quotidien au sein de la FNPS de tous les sujets et comment est-ce que finalement le syndicat prend ces sujets de la mutation des usages et quelles solutions on peut y apporter. Et puis après, d'un point de vue de la connaissance de la presse et finalement de tous nos confrères, quelles sont les meilleures initiatives qu'on peut mettre en avant. Et tout ça en 3 minutes. Et tout ça, c'est magnifique. Moi, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les pure players. Les pure players, ils n'ont pas d'histoire. Nous, on a une histoire et il faut commencer par 2 choses. La première, c'est en être fier. Et la deuxième, c'est avoir confiance en l'avenir.
C'est-à-dire notre capacité, nous, petites PME, quand même de s'en sortir. Avec des moyens adaptés, on ne pourra pas tout faire. Mais si on ne commence pas par là, forcément, on ne va pas y arriver. Première chose pour reprendre la confiance, qu'est-ce que c'est que la poste professionnelle? La poste professionnelle, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous avez oublié une personne dans la boucle, c'est un triptyque, en fait c'est un carré. C'est les lecteurs, qui sont nos abonnés, qui sont nos annonceurs, et qui sont notre source d'information, c'est-à-dire nos informateurs. Pendant longtemps, on l'a caché, ça. On était un peu honteux de ça, parce que ça faisait promiscuité, ça faisait un peu vivre ensemble. Aujourd'hui, au contraire, c'est notre force, il faut en être fier. On apporte à une communauté, cette communauté qui repose sur ses 4 pieds, un service à 360 degrés, et c'est ça qui nous caractérise, et c'est ça qu'on peut vendre à chacun de ces quatre acteurs. Dans un monde idéal, on fait circuler l'information, on fédère cette communauté par l'abonnement, j'y reviendrai, on permet à ceux qui le souhaitent de s'adresser à cette communauté, et on doit, avec ces trois actions, véhiculer une image de fiabilité qui doit déclencher un réflexe. Le réflexe, c'est pas le moteur de recherche, effectivement, quand on cherche une problématique relativement générale, mais quand on cherche une problématique plus spécialisée, on doit avoir le réflexe d'aller vers une marque de presse, et une marque de presse spécialisée professionnelle quand c'est dans un environnement professionnel. Alors qu'est-ce qui fait le ciment de tout ça? Alors là, je vais avoir l'air d'un vieux con, mais je l'assume totalement. C'est qu'on est de la presse. Voilà. Je sais que dans la salle, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'ils trouvent que presse, le mot presse, c'est vieux. La presse, ça fait papier. Effectivement, la presse, ça fait papier, mais ça fait aussi support qui a un impact. Je vais vous raconter une petite histoire. On a eu un groupe de travail à la CPM. On se retrouvait en petite équipe avec un directeur de la communication d'une grande marque, pour ne pas la citer, c'était Groupama. Et il nous dit, Groupama sponsorise des courses en bateau, des bateaux qui participent à des courses, pas les courses, mais des bateaux qui participent à des courses. Et donc le président, qui n'est pas vieux, il n'est pas vieux, de mon point de vue, il n'est pas vieux, il a 50 ans, il dit, on va faire une campagne de communication. Donc on lui dit, il n'y a pas de problème, l'équipe.fr, voile.fr, etc. Il dit, ah non, pas du tout. Moi, je veux la page saumon du Figaro papier, parce que c'est imprimé et que c'est ça qui a un impact, et je veux une page d'interview dans l'équipe papier. Voilà. Donc, tout notre enjeu d'aujourd'hui, c'est de dire qu'on est de la presse, qu'effectivement, ça a une image papier, mais que derrière cette image papier, il y a une crédibilité, et il faut qu'on arrive à migrer cette crédibilité, à la conserver sur le papier et à la migrer sur le numérique. La conserver sur le papier, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas se passer du papier. Et croyez-moi, on a pas mal d'éditeurs qui sont impactés par Pastalis, et il ne faut jamais oublier que ces activités papier, c'est parfois la marge, et parfois le cœur du métier d'une bonne partie de nos éditeurs encore. On a aussi en termes de crédibilité, je vous rappellerai le sondage qui a été fait par la FNPS en 2016, on a un taux de crédibilité et fiabilité jugé à 91% par nos lecteurs. Et on est à 93% sur le numérique. C'est intéressant, la différence n'est pas énorme, mais il y a 2 points de plus sur le numérique. C'est-à-dire dans cet univers où on retrouve un petit peu de tout en termes d'information, on est encore plus crédible qu'on ne l'est déjà sur le papier, sur le numérique. Donc il y a déjà une partie du chemin qui a été fait. On est utile à 88% sur le papier, à 93% sur le numérique. C'est-à-dire que déjà dans nos lecteurs, c'est un sondage qui est fait sur nos lecteurs, et déjà dans nos lecteurs, il y a déjà ce réflexe de dire que l'utilité sur le numérique, c'est peut-être plus souvent d'aller chez nous que d'aller sur un moteur de recherche. Sur les fausses nouvelles, pour rebondir sur ce que vous avez dit, évidemment, on a une carte à jouer. D'autant plus que la presse généraliste, souvent, elle vient chercher les compétences chez nous. La presse généraliste ou la télévision. Quand on va interroger quelqu'un sur un problème spécifique, très souvent, c'est un de nos journalistes qui s'y colle. Mais on a un problème de réactivité, ça c'est vrai. On a un problème de moyens, surtout, parce qu'on est des PME et des petites équipes rédactionnelles pour la plupart d'entre nous. Et cross-check, comme vous avez pu le constater sur le tableau qui était derrière, il n'y a aucun titre de presse professionnelle. Une des problématiques très importantes, je ne vais pas développer, mais c'est la périodicité, effectivement. On est très peu quotidien. Moi, je suis assez rare dans ce cas chez nous. J'en vois un autre dans la salle. Mais on n'est pas très nombreux. Et quand on passe sur le numérique, effectivement, ne pas être quotidien est un vrai problème, parce que ce qui entraîne la fidélité, c'est effectivement le rendez-vous. Et le rendez-vous, s'il est toutes les semaines ou tous les mois, sur le numérique, c'est un petit peu difficile. Donc adapter nos structures à un rendez-vous quotidien, c'est compliqué. Réinventer le storytelling, pour reprendre après les thématiques des défis qui ont été vus. Je ne vais pas toutes pouvoir les voir, mais quelques-unes.
Historiquement aussi, on était des supports de communication, il ne faut pas se cacher. On était pour beaucoup, je ne dis pas tous, mais pour beaucoup, des supports de communication. Aujourd'hui, je pense que tout le monde l'a compris, il faut devenir avant tout des supports d'information. La communication ne peut plus être le cœur du métier que l'on fait. C'est vraiment l'information. À ce titre-là, on sait, on a vu, au sein de la Fédération Meilleur, qu'il y en a quelqu'un qui ont perdu, ou en tous les cas, qui ont perdu la foi dans le contenu éditorial et dans la qualité éditoriale, et qui ont désinvesti sur le journalisme pour investir sur le support de communication. Tous ceux que je connais, ils sont tous en train de faire marche arrière s'ils ne l'ont pas déjà fait depuis quelques mois. Ils sont tous en train de réinvestir sur la qualité éditoriale. C'est, à mon avis, notre seule planche de salut, parce que si on va sur autre chose, on sera en concurrence avec d'autres acteurs qui sont beaucoup plus puissants que nous et qui vont nous broyer. Donc notre seule planche de salut, c'est la crédibilité, et elle repose sur un investissement sur la qualité éditoriale. Elle repose aussi sur une partie de communication, parce qu'on ne peut pas oublier que la moitié de nos adhérents, la moitié du chiffre d'affaires de la plupart de nos adhérents plutôt, est sur la vente, mais que l'autre moitié est sur la publicité, donc il faut continuer à faire de la publicité. Et effectivement, le content advertising pour notre type de presse est quand même une perspective de développement très importante. Mais il faut la faire avec transparence. Il ne faut pas berner le lecteur, il faut le dire de façon assumée qu'on fait du content advertising. Le content advertising, ça c'est un débat qu'on a souvent avec Jean-Christophe, on est d'accord là-dessus, mais surtout avec les pouvoirs publics. L'information produit qui concerne beaucoup d'adhérents ici n'est pas du content advertising s'il est fait de façon neutre. C'est de l'information. La meilleure preuve qu'on en a, c'est la dernière acquisition faite par Infopro Digital, qui vient d'acheter un groupe allemand qui fait de la base de données de produits. Mais ils ne disent pas qu'ils font de la publicité, ils ne disent pas qu'ils font du commerce, ils disent qu'ils font de l'information, information produit et information sur des projets immobiliers. Donc quand c'est neutre, quand c'est pas promotionnel, mais quand ça met à plat un certain nombre d'informations sur plusieurs produits, c'est de l'information qui doit venir en complément d'une activité, qui peut venir en complément d'une activité éditoriale. Dans le prolongement de ça, on a des développements possibles dans le serviciel. On est en train d'expliquer au pouvoir public qui ont une vision très schizophrénique, tout noir, tout blanc dans ce qu'on fait, qui dit dès qu'on fait du serviciel, on ne fait plus de la presse, et la presse c'est que de l'éditorial. Non, sur le papier, la presse ne faisait pas que de l'éditorial, elle faisait aussi du serviciel, elle a toujours rendu du service. Le seul problème, c'est quand on va sur le numérique, évidemment, la profondeur est infinie, donc le serviciel, en termes de comparaison de volume, peut prendre beaucoup d'importance. Mais si on veut fidéliser le lecteur, on le voit bien dans tous nos secteurs, il faut faire du serviciel. Et Infopro Digital, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais ils vont évidemment vendre et le contenu éditorial et l'accès à la base de données, produits et autres, qui peut être considéré par certains du serviciel, mais qui ne l'est pas forcément. Sur le storytelling, une petite incise sur la vidéo. On voit beaucoup d'éditeurs qui se développent sur la vidéo parce que ça a été la martingale pendant un certain temps. On a fait une réunion il n'y a pas longtemps avec le GEST, avec Reuters Institute Digital News, le DNI, qui clairement pense que c'est une mauvaise idée pour beaucoup des éditeurs qui sont dans la salle, même s'il y a des exceptions, je vais y revenir. La monétisation par la vidéo, elle ne peut se faire, d'après eux, je partage un peu leur avis, que si on est dans un flux régulier, continu et professionnalisé. La plupart de ceux qui partent sur la vidéo, ils font quelques vidéos à droite à gauche, pas forcément de façon régulière, et donc la monétisation va être difficile, et les moyens mobilisés pour faire de la vidéo vont être très importants. Mais il y a des exceptions si on suit ces directives données par DNI. C'est un exemple d'un éditeur qui est dans la salle, acteur public pour pas le citer, qui lui a décidé de faire vraiment une web TV. Donc c'est-à-dire avec des productions extrêmement régulières, avec une professionnalisation extrême, avec un investissement très important. Et donc un message, si vous allez dans la vidéo, je pense que maintenant tout le monde doit regarder ça avec recul. Si vous investissez massivement dedans, et si c'est vraiment un acte de développement, oui. Si c'est juste ponctuel, posez-vous la question des moyens que vous allez consacrer à ce développement. Alors après, c'est le moment de parler de la personnalisation, mais c'est un peu en lien avec la vidéo, j'aurais peut-être dû le dire avant la vidéo. Il y a le problème de la capacité d'investissement de nos entreprises. Alors là, un petit peu de publicité pour la FNPS. On a maintenu l'éligibilité de toutes les formes de presse qui sont dans la
la salle, au Fonds stratégique pour le développement de la presse. Le Fonds stratégique pour le développement de la presse, c'est sur vos projets numériques un accompagnement des pouvoirs publics à hauteur de 40% d'investissement, et dans certains cas, notamment toutes les entreprises de moins de 25 salariés, de 60%. C'est-à-dire que vous n'avez que 40% d'investissement à financer. Vous avez au sein de la FNPS, Morgane, vous connaissez, qui n'est pas là aujourd'hui, parce que malheureusement elle est malade, mais qui vous accompagne dans la rédaction de vos dossiers. C'est vraiment une opportunité pour compenser le manque de capacité de nos entreprises à investir. Donc des dossiers sur la modernisation, on en voit beaucoup au Fonds stratégique. Et par exemple sur la personnalisation, on en avait plusieurs passés récemment. La mode de la personnalisation aujourd'hui, c'est d'utiliser les outils de ciblage de la publicité pour cibler du contenu rédactionnel. Donc on parle de ciblage publicitaire et on passe à un ciblage rédactionnel. Les outils étaient complexes, difficiles, ils sont de plus en plus accessibles. Et on a des éditeurs qui ne sont pas forcément des énormes éditeurs, même si intermédiaires, disons, taille intermédiaire, qui investissent là-dedans. C'est quelque chose à regarder de près. On a aussi des exemples de personnalisation qui ne sont pas forcément, qui reposent pas forcément sur la technologie. Le journal des entreprises, quelqu'un ici a parcouru rapidement, le journal des entreprises a fait un système très intéressant d'interaction avec les lecteurs. Il en a profité sur un projet plus important de 260 000 € subventionné à 60%. C'est pas une énorme structure, le journal des entreprises, pour développer son CMS, son site, etc. Il a tout redéveloppé en même temps, mais il a surtout développé un module d'interaction avec le lecteur qui permet, je vous donne l'exemple, on fait un papier sur une entreprise qui a failli disparaître et qui a ressurgi des flots et moyennant pas mal d'investissements, s'est réorienté et va mieux. Tout le papier est sur le fait de cette nouvelle vie de l'entreprise. Mais au début du papier, on dit cette entreprise, elle a eu support de son banquier. Et là, le lecteur est invité via une plateforme à dire mais moi j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il était en déconfiture, comment est-ce qu'il est arrivé à convaincre le banquier de la compagnie. Donc, le journaliste retourne voir la personne qui l'a interviewé et lui dit est-ce que vous êtes prêt à donner des informations là-dessus? Et là, ça peut déboucher sur deux choses. Une première qui est un nouvel article qui explique comment est-ce qu'il a convaincu son banquier, et éventuellement un retour directement vers celui qui a posé la question sur des informations plus sensibles et plus personnalisées sur le banquier, qui il est, est-ce qu'il peut le mettre en relation, etc. Donc sur la personnalisation, on peut faire des choses aussi qui ne sont pas forcément uniquement technologiques. On avait aussi, il ne faut pas oublier que la technologie peut être mobilisée sur notre base rédactionnelle. Notre base rédactionnelle, c'est notre fonds commercial. Et il y a beaucoup d'outils, notamment d'intelligence artificielle, qui peuvent nous aider à faire beaucoup de choses. Je pense à un système comme Rocket Lawyer, qui a développé des services à partir du fonds éditorial. Et puis, une dernière chose qu'on a vu passer, et qui concerne aussi un éditeur de la fédération, mais qui avait été développé au début par Le Monde, c'est la personnalisation de l'offre commerciale au lecteur. C'est un concept qui a été développé par Frédéric Fillou dans une note de Monde des Notes. Frédéric Fillou, c'est l'ancien directeur des Échos multimédia. Et l'idée, c'est de dire que quand on est dans un avion, on est dans le même avion, on mange la même chose, on est assis côte à côte, mais on n'a pas payé le même prix pour le billet. Parce qu'au moment où on l'a acheté, on est dans un contexte différent et que l'algorithme qui nous voit arriver, il sait qu'on est venu plusieurs fois, il sait qu'on a pris plusieurs billets, il sait qu'on a une capacité financière plus importante. Donc l'idée, c'est d'utiliser les algorithmes pour proposer une offre commerciale qui peut donner accès exactement au même contenu, mais pas forcément au même prix, parce que le lecteur n'est pas dans une configuration d'une configuration commerciale et de capacité financière qui est la même. Voilà pour ce qui est de la personnalisation. Pour la fluidité de la consultation et l'environnement de consultation. Un point ponctuel sur les applis. Donc on l'a dit tout à l'heure. Même chose avec le Reuters Institute. On leur a posé la question. Les applis sont en reflux, très important. Mais je vois encore des éditeurs de la FNPS qui déposent des projets d'appli. Pour eux, et je pense qu'on peut le partager, 95% des consultations sont faites par les 10 premières applis, dont 50% appartiennent à un seul groupe. Développer une appli aujourd'hui, ça peut être beaucoup de perte de temps et beaucoup de perte d'argent. Et avec un résultat qui sera relativement faible. Vous trouverez toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui y arriveront. Et c'est aussi lié à la périodicité. C'est-à-dire que si on n'a pas une périodicité de rendez-vous
qui ramène plusieurs fois par jour, pas une seule fois par jour, plusieurs fois par jour, l'utilisateur de la tablette ou du portable sur l'application va être oubliée, elle sera mise au fin fond, et pire, au moment où il changera de portable, elle ne sera pas réactivée. Donc ce qui est en train de se développer aujourd'hui, et je vous conseille de le regarder avec attention, c'est les Progressive Web Apps. Donc, les Progressive Web Apps, ce sont des applications qui sont développées sur le browser du device qui est utilisé, et qui maintenant progressivent parce qu'elles intègrent de plus en plus des capacités qui étaient réservées aux applications avant, notamment les notifications, les alertes, la localisation, etc. Et là-dessus, le fonds stratégique peut vous aider. Une bonne nouvelle, le fonds stratégique, pendant 1 an, va subventionner à 60% tous les éditeurs qui ont des applications et qui décident de les abandonner pour aller vers des Progressive Web Apps. Parce qu'on considère que c'est particulièrement innovant, parce que les outils sont maintenant disponibles, ils n'étaient pas avant. Donc on peut avoir un accompagnement plus important. Dernier point, parce que 2 derniers points, sur l'abonnement et sur la monétisation et sur la publicité. L'abonnement, c'est une de nos forces. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et l'abonnement n'est pas forcément valorisé à 50 € ou à 60 €. Moi, je considère que l'abonnement, il peut aller de 0 à 100. Un abonnement à 0, c'est l'adhésion à une communauté. Et c'est surtout dans l'environnement RGDP qui est l'environnement données personnelles, la capacité d'avoir des informations précises sur notre communauté au moment de l'abonnement. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas valorisé en termes d'euros que ce n'est pas un abonné. Et donc c'est vraiment une démarche qu'il faut qu'on poursuive et qu'on construise. Et je donne l'exemple par exemple de gens qui participent à un salon, qui participent à des colloques, qui soient sponsorisés ou qui soient payants, leur donner entre guillemets gratuitement l'abonnement à la publication, c'est pas pour ça qu'il est valorisé 0. Au contraire, on renverse la logique, c'est-à-dire qu'avant on lui vendait un abonnement et on lui donnait accès à des conférences, et bien là on lui donne accès à une conférence et on va l'abonner. Mais tout ça, ça tourne autour de la communauté. Ça pose un problème sur le papier, je lance le pavé dans la mare, je pense qu'il faut y réfléchir. On a le même problématique sur le papier, c'est-à-dire qu'on va finir, et on le fait déjà dans beaucoup de cas, par donner le papier parce qu'il y a une autre prestation qui a été faite avant. La vente effective auquel nous sommes tous soumis sur le papier est une problématique auquel à un moment ou à un autre, il faudra se confronter. C'est pas tout de suite pour le moment, mais c'est pour bientôt. On sait que souvent on cache la misère sous le tapis, mais il va bien falloir un jour regarder ça. Sur la publicité, moi je considère que la course à la massification, elle est perdue, même si les agences nous y poussent. Je reviens à la table ronde qu'on avait avec la CPM. Le message des agences, des grosses agences, c'est une seule régie, vous avez bien entendu, une régie presse en France, et un seul DMP, c'est-à-dire un seul Data Management Platform, c'est-à-dire vous mettez tout dans un réservoir et nous on va commercialiser. Parce que, alors là par contre il y a un message important, parce qu'on est trop complexe dans la commercialisation. Quand on achète du numérique, c'est simple. Quand on achète de la presse, c'est compliqué. Il y a des pages, il y a des formats, il y a des machins, etc. Donc, une vraie demande, et ça on peut y répondre, autant la régie unique, ça, je ne crois pas qu'on ait intérêt à aller vers ça, en tous les cas pas dans un premier temps, mais par contre la simplification des tarifs, voire des tarifs quasiment forfaitaires, hein. C'est des réflexions qui ont lieu sur des modes de publicité un peu particuliers. Mais je pense que la forfaitisation, ou en tous les cas l'extrême simplification de la commercialisation de la publicité, aussi bien sur le papier que sur le numérique c'est déjà, de la presse, est une chose très, très, très importante. Dernière chose sur la CPM, j'accélère. Chose importante, on est en train avec la CPM, c'est ce qui est ressorti du groupe de travail, de modifier la mesure classique de l'impact des publicités. Vous devez tous connaître ce qu'on appelle l'AIDA, donc attention, intérêt, désir et action. L'idée, c'est de le remplacer par quelque chose qui mesure plus l'engagement, pour se ramener à des outils qui sont utilisés notamment sur les réseaux sociaux, et essayer de qualifier l'engagement du lecteur quand il est sur un site de presse, quand il est dans un contexte et dans un environnement qui est plus propice à comprendre le message de l'annonceur, notamment, pas uniquement sur de la publicité, mais aussi sur du content advertising. Après, on va regarder s'il y a des questions, peut-être, et s'arrêter là.
Une dernière chose quand même sur la collaboration, je crois que c'est extrêmement important. La veille faite par les FNPS va s'intensifier. L'idée, c'est de vous amener le plus possible et d'amener tous les éditeurs à monter en compétence sur ces différents sujets. Alors, ouvrir le champ des possibles, et Mediapro et le SP Pro ont un rôle tout à fait central dans cette démarche. Merci. Merci. Comme je précise, on n'a pas trop le temps de passer des questions à la salle, ni même, je pense qu'on va conclure. Je pense que c'était intéressant de vous laisser parler chacun, dérouler votre pensée, parce qu'il y avait vraiment un aspect différent. Vous avez chacun apporté un regard précis. On a quand même vu, et c'est un peu l'objet de cette soirée, c'est-à-dire on fait un palmarès pour célébrer la presse professionnelle, pour mettre en avant ses atouts, et pour montrer comment, dans un contexte, et c'est l'objet de la conférence, dans un contexte de mutation d'usage, elle est en mesure d'avoir son rôle à jouer et qu'elle a des points et des leviers sur lesquels s'appuyer. Et donc, les atouts de la presse pro, on en a parlé tout à l'heure. En gros, c'est le fait qu'on soit naturellement communautaire, c'est le fait qu'on soit naturellement spécialisé, qu'on ait une expérience de monétisation, qu'on ait déjà également une expérience servicielle, vous l'avez rappelé, c'est d'ailleurs historique, et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Finalement, il reste, comme tu disais, il reste l'importance de l'humain, il reste l'importance de l'innovation, et qui dit innovation dit par rapport à nos formes de presse, la question, et d'ailleurs en général, la question des investissements. Et donc les investissements, c'est là que finalement la question de se dire si on a une approche plus partenariale dans le cadre de Mediapro, de la FNPS, de ce qu'on veut, on peut peut-être imaginer quelque chose dans lequel les technologies, finalement, comme tu l'as dit, c'est pas que la technologie qui est un frein, c'est aussi l'humain, c'est aussi la formation, c'est aussi le point de vue et c'est aussi le fait de pouvoir échanger tous ensemble et de se retrouver comme dans des contextes comme ce soir. Et donc je vous remercie beaucoup et on se retrouve tout de suite pour le palmarès. Voilà.